Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78 tours d'horizon de l'actualité locale du moment. Tout de suite les titres de ce mercredi 16 janvier. Une cérémonie commune au Vélodrome national. Yvelines et Hauts-de-Seine ont présenté leurs vœux hier. Les deux collectivités souhaitent continuer leur processus de fusion entamé en 2016. Pas de grandes annonces pendant la soirée, mais des discours offensifs contre l'action du gouvernement. Ambiance studieuse ce matin à Élancourt, le comité restreint de l'AGEM, association des enseignants de maternelle, se réunissait. Pendant 3 jours, ses membres vont travailler sur le programme du prochain congrès national dans l'Académie de Versailles. C'est en juillet à Port-Marly. Et vous l'avez sûrement vu, aujourd'hui le soleil a fait un court retour après plusieurs jours d'absence. Pas de quoi remonter pour autant le moral des Yvelinois. Cette grisaille exceptionnelle en ce début d'année va-t-elle continuer? Élément de réponse. Et puis 2 invités avec moi sur ce plateau. Dans un instant, Joséphine Coleman-Berger, maire de Plaisir, et puis un autre maire, celui de Saint-Cyr-l'École, Bernard Debain. On débute cette édition par de la politique et les vœux des départements yvelinois et alto-sécanais. Une cérémonie commune des présidents qui souhaitent toujours réussir à obtenir le feu vert de l'État dans leur projet de fusion. Nicolas Dandry et Wilfried Richier étaient ce mardi soir au Vélodrome national à Montigny-le-Bretonneux où se tenait la soirée. Les deux présidents, les républicains, des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine réunis au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines en ce début d'année. Une cérémonie de vœux en commun pour des discours très politiques. Dans la ligne de mire de Pierre Bédier et Patrick Devedjian, le gouvernement et son grand débat national. Ces débats, je le crains, ne réjouiront que les chaînes d'information continue et les plus extrêmes trouveront de toute façon à mettre en scène le mécontentement du peuple. Et les deux présidents ont de demander plus de liberté pour la nouvelle année, liberté notamment de poursuivre le rapprochement de leur département afin d'obtenir la validation du projet de fusion. Nous avons rempli toutes les obligations légales qui permettent la fusion. Donc le gouvernement est malvenu de considérer ou de déclarer qu'il y a trop de collectivités locales, que ceci génère des coûts. Nous proposons au contraire de fusionner et nous avons répondu à toutes les obligations légales pour ça et le gouvernement fait la sourde oreille. Je veux dire à l'État qu'il n'a pas le monopole de l'intérêt général, que nous partageons, l'État et les collectivités, ce souci de l'intérêt général et qu'il faut sortir de ce système très archaïque d'un État centralisateur, un État qui décide de tout, parce que quand l'État décide de tout, rien ne marche. Un seul mot d'ordre donc au cours de cette soirée, décentralisation. Pas d'annonce de nouveaux projets en revanche. Pour le moment, Yvelines et Hauts-de-Seine partagent notamment un service de voirie ou encore d'archéologie et d'adoption. Sur ce plateau, 2 invités, 2 maires de communes yvelinoises. Joséphine Coleman-Berger, bonsoir. Bonsoir. Maire de Plaisir et bonsoir Bernard Debain. Bonsoir. Vous êtes le maire de Saint-Cyr-l'École. Avant de parler avec vous de sujets qui concernent vos villes, une réaction peut-être sur une actualité nationale, le grand débat national justement qui a été lancé officiellement hier par le président de la République. Jusqu'au 15 mars, une grande réflexion avec les citoyens pour sortir de cette crise des gilets jaunes. Est-ce que vous en attendez beaucoup, Joséphine Coleman-Berger ? On espère. Je suis un peu perplexe malgré tout parce que on voit bien les demandes aujourd'hui qui sont faites et qui sont un petit peu tous azimuts. Je me permets de mettre cette expression à l'ordre du jour parce que c'est bien ce qu'on ressent malgré tout. Alors c'est vrai que c'est quelque chose que l'on a demandé. Vous savez qu'on est allé avec autour de Monsieur Carl Olive rencontrer le président. Avec l'association Génération Terrain. Exactement, et on l'avait rencontré et suite à ça, on lui avait bien dit que l'appui des maires était indispensable pour avoir en tout cas un retour de la population. Donc on va mettre en place, et on a mis en place, enfin en ce qui me concerne sur la ville de Plaisir, cette concertation. Qu'est-ce qu'on en attend? Je vous dirais que, en tout cas, le fait que les gens puissent s'exprimer, déjà, c'est une chose importante, c'est attendu, c'est souhaité, donc ils peuvent s'exprimer. La facilité aussi, cette concertation, par l'organisation peut-être de réunions à Plaisir? Oui, en même temps, je crois que les maires, on le faisait tous déjà, vous savez, les concertations, on en faisait dans les quartiers, on en faisait un peu partout, on évoquait les sujets bien sûr de la ville, mais on évoquait très souvent aussi les problèmes nationaux, donc c'est quelque chose que l'on sait, et d'ailleurs quand on est allé voir le président, on lui a fait remonter déjà des informations, qui sont des informations des 4 questions qui ont été posées par le président, donc quelque part, oui, pourquoi pas en attendre quelque chose, mais je suis un peu perplexe. Bernard Debain, votre sentiment sur ce grand débat national? Faire un débat national, ça me pose un petit problème en termes de représentation. Il y a des élus au niveau local, comme les maires. Il y a aussi une majorité présidentielle, si on ne prend qu'elle, qui théoriquement devrait faire remonter
aux ministres et aux présidents les questions que se posent les administrés de leur circonscription. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en tous les cas, tel que ça se passe à l'heure actuelle. Et refaire un grand débat national, j'ai bien peur que ça soit un peu touffu, un peu confus. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas un peu de la poudre aux yeux. S'il en ressort quelque chose et que ça peut calmer et faire se terminer la crise des gilets jaunes qui par endroits coûte cher à l'économie locale, parce que le blocage, ça peut coûter cher à l'économie locale, et puis redonner une meilleure idée de la France vis-à-vis des touristes étrangers, ce serait formidable. Ça sera donc à suivre. Bernard Debain, je poursuis l'entretien avec vous sur les sujets plus locaux, sur Saint-Cyr. L'école, déjà, rassurez-nous, plus de danger. Une bombe de 250 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte hier sur un chantier. Un périmètre de sécurité avait été établi. Tout est revenu à la normale. L'engin a été désamorcé. L'engin a été désamorcé. Je dois dire que nous avons en France des équipes de services de déminage et Dieu sait si à Saint-Cyr ils sont habitués, mais un peu partout parce que on a quand même été le champ de 2 grandes guerres mondiales. Mais je vous rassure tout de suite, c'était pas une Saint-Cyrienne, c'était une vieille Anglaise et en plus qui habitait Versailles. Certes, à 40 mètres de Saint-Cyr, mais elle habitait Versailles. En tout cas, tout est revenu à la normale. Alors, vous profitez de ce mois de janvier pour, bien sûr, présenter vos vœux aux différents quartiers de la ville. Vendredi, c'était pour les habitants du quartier de l'Abbaye et de l'Hôtel de Ville. Alors, vous avez confirmé une annonce qui était déjà faite, celle que vous ne serez pas candidat pour un nouveau mandat en 2020. Ce n'est pas une surprise. Ça sera. Vous étiez maire depuis 2006. Est-ce que vous estimez avoir fait votre temps, Bernard Debain ? Je ne sais pas si on a fait son temps. Vous savez, quand on est maire, je crois que si on est maire, c'est parce qu'on le fait avec passion. Parce que être maire, j'ai toujours considéré que c'était être au service des autres. Donc être au service des autres, il y a toujours quelque chose à faire. Mais j'avais dit, lorsque j'avais été élu, que je ferais 2 mandats. Eh bien, les 2 mandats, théoriquement, sont finis. Puisque théoriquement 2 mandats c'est 12 ans, mais on nous en a rajouté un avec un décalage de l'élection de 2007. Mais je ne me représenterai pas. J'ai l'âge de prendre une retraite, comme on dit, heureuse, en pleine forme, avec une épouse qui n'attend que ça. Et je crois que la meilleure des choses, c'est de pouvoir transmettre le témoin. Et il y aura toujours quelque chose à faire. Alors, d'ici la fin de ce mandat, en 2020, il reste un peu plus d'1 an. Il y a bien sûr des grands dossiers en 2019 qui vont se concrétiser pour la ville de Saint-Cyr. Un chantier déjà qui va être lancé, celui du tram-train 13 qui reliera à Saint-Cyr à Saint-Germain en laye en 30 minutes. Le chantier, la livraison de ce chantier est prévue en 2021. C'est quelque chose qui est très attendu par les Saint-Cyriens, ce tram 13. D'autant plus attendu qu'il y a quelques années de retard. 10 ans par rapport à ce qui avait été annoncé en 2008, puisqu'on nous avait promis 2012. Mais bon, ne faisons pas la fine bouche, on y est arrivé, et je dois en cela remercier Valérie Pécresse qui a largement sauvé le dossier, parce que il y a beaucoup d'argent en jeu, plus de 330 millions d'euros, et qu'à l'heure où il faut faire des économies, il y a un certain nombre de projets qui ont été largement décalés dans le temps, comme la ligne 18 par exemple, et que le fait d'avoir sauvé ce tram-train qui est une liaison qui ne va pas vers Paris, c'est vraiment banlieue, et c'est ce qui nous manque en Île-de-France. Donc c'est vraiment très attendu par tous les usagers de cette ligne. Donc Saint-Germain d'abord, puis Achères, et un jour Cergy naturellement. D'autres réalisations, on va finir avec ça. Un pôle sportif et une maison des associations, c'est aussi des équipements qui étaient attendus par vos habitants ? Nécessaire, attendu et nécessaire. Il y a beaucoup d'associations sportives. On avait 2 gymnases, on aura l'équivalent de 4, avec des sports nouveaux, puisqu'on pourra faire de l'escalade, faire de l'escrime, chose qu'on ne faisait pas à Saint-Cyr, et d'autres qui auront un peu plus d'espace
plus de confort, puisqu'en plus on aura un gymnase de dimension régionale, ce qui permettra d'organiser de belles compétitions. Quant à la maison des associations, nous manquons de place. Beaucoup d'associations soit partageaient des locaux, soit carrément n'en avaient pas. Et là, en plus, ils pourront se rencontrer parce qu'ils seront tous ensemble dans un très très beau bâtiment. Merci Bernard Debain pour toutes ces précisions. Joséphine Coleman-Berger, c'est à vous. Je rappelle pour les téléspectateurs qui nous rejoignent que vous êtes la maire de Plaisir, la ville qui a pour objectif cette année, ça sera le premier sujet pour cette année, ou en 2020 en tout cas, de créer un garage solidaire. Il verrait le jour dans le quartier du Valibou. Une parcelle a été achetée pour le réaliser. Faisons le point sur ce projet. Déjà, expliquez-nous ce qu'est un garage solidaire. Alors un garage solidaire, c'est un garage que des personnes peuvent partager, non seulement pour faire réparer leur voiture, mais également pour avoir, pourquoi pas, des emplois d'insertion, d'apprentissage, et également avoir une tarification, je dirais, de réparation défiant toute concurrence. Mais ce qui est surtout important, c'est d'insérer ce projet dans le quartier du Valibou et de la réhabilitation du Valibou, puisque comme vous le savez, parler de ce projet bien sur sûr, ce plateau. Vous voyez comme quoi le temps passe. Je rejoins mon collègue. Les années passent et on est pourtant toujours sur les sujets. Et c'est vrai que ce quartier qui est en réhabilitation est également dans l'ANRU. Aujourd'hui, nous attendons d'ailleurs la décision de l'État par rapport à l'accompagnement. Et le garage solidaire est un des éléments de ce quartier qui doit muter complètement dans une transformation tant au niveau des écoles que justement des associations, également d'équipements, du centre commercial qui doit être fait et le garage solidaire. La ville vient d'acquérir, vous l'avez dit, ce terrain qui va nous permettre de le faire assez rapidement puisque nous avons beaucoup de mécanique sauvage sur le quartier qui crée des situations assez compliquées. Donc j'espère que ça va répondre aux attentes des habitants. On voit ce genre de projet émerger en France, mais c'est plus à l'initiative de particuliers. Là, c'est un projet municipal. C'est important de le lancer pour la ville. Oui, c'était fondamental puisque c'est dans un équilibre du quartier, mais également, je dirais, attendu par les habitants. Puis on a des exemples qui se sont très bien passés, qui se passent bien sur d'autres villes comme à Trappes. D'ailleurs, on a pris des contacts pour travailler un petit peu dans la même dynamique et je pense que c'est quelque chose qui va résoudre des soucis et des problèmes. Vous parliez d'avantages, notamment réduire cette mécanique sauvage. On imagine aussi faire réparer sa voiture à moindre coût. Il y a aussi un impact écologique qui va être réduit grâce à ce garage solidaire. Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, vous savez que la mécanique sauvage, ça donne des résultats assez compliqués avec des huiles qui peuvent rentrer aussi dans les sous-sols. Donc tout ça, c'est très compliqué. Donc il y a le côté écologique et le côté insertion qui n'est pas à négliger, puisque ça va nous permettre peut-être d'accompagner des jeunes sur des formations pour aller au-delà, bien sûr, du garage solidaire par la suite. Vous disiez ça va aller très vite. Où en est le projet aujourd'hui ? Écoutez, l'acquisition du terrain a été faite. On est en contact avec des entreprises, une entreprise en tout cas, qui s'occupe de cela sur Trappes. On espère, je dirais que sur l'année prochaine, on puisse déjà bien avancer le projet. Vous avez présenté vos vœux au Plaisirois la semaine dernière, l'occasion bien sûr de faire le point sur cette année 2019 avec de grands projets. Et cette année, vous allez engager une révision de votre plan local d'urbanisme. Pourquoi et quelles seront ces modifications ? Écoutez, pourquoi ? Parce que déjà, on a un projet qui est autour du centre hospitalier de Plaisir, puisque les deux hôpitaux que nous avions sur Plaisir ont fusionné. Et donc, il y a tout un espace en centre-ville qui est en train de se libérer, plus de 20 hectares. Et donc, il est plus que fondamental d'avoir une protection par rapport à ce foncier et une réflexion en accord avec les habitants, bien sûr, de ce que l'on veut faire de ce centre-bourg. Une étude a été faite aussi sur l'ensemble du centre-bourg et historique pour voir cette mutation dans les 10-15 années qui viennent. Ce PLU va nous permettre également de respecter quelque chose auquel nous tenons beaucoup, les élus, mais également les habitants de Plaisir, c'est l'équilibre rural-urbain, puisque nous avons 54% de ruralité sur la ville de Plaisir, et on souhaite non seulement la maintenir, mais la développer. Donc c'est un double enjeu, un enjeu de protection et un enjeu également de développement de la ville, parce qu'il faut aussi que la ville se développe, mais avec intelligence. Un autre projet d'envergure qui va voir le jour en fin d'année, c'est la fin de ce chantier du centre commercial Open Sky. Et vous avez été fixé pendant les vacances de Noël. Plaisir aura bien son cinéma. Un recours contre l'ouverture de ce multiplex au sein de ce centre commercial avait été déposé par Cinémovida, dont un projet similaire va sortir de terre à Morpas. Ce recours a finalement été rejeté. C'est un soulagement pour vous
il faut ce cinéma pour la ville ? Mais oui, il faut ce cinéma d'abord parce qu'on en avait un précédemment. On avait déjà obtenu une CDAC il y a de nombreuses années. Ensuite, les choses ont pris du temps, comme le disait Bernard, tout prend du temps. Mais les Plaisirois attendaient bien sûr ce cinéma. On a une chalandise non seulement sur la ville de Plaisir, mais également sur les environs. Et puis le projet d'Open Sky est un projet qui permettait justement de faire rentrer 9 salles de cinéma. Donc aujourd'hui, c'est vrai, nous l'avons obtenu. On en est ravis et enchantés. C'était vraiment un drame si on n'avait pas pu obtenir ces salles de cinéma là en dernier moment, puisque l'inauguration aura lieu, je pense, au mois de novembre 2019. Il nous reste un peu plus d'une minute pour évoquer ce dernier sujet. Vous comptez engager en 2019 une réflexion sur les transports à Plaisir. Les Plaisirois ne sont pas satisfaits de l'offre actuelle ? Exactement, les Plaisirois ne sont pas du tout contents du réseau qui a été mis en place récemment par Saint-Quentin-en-Yvelines, où je siège, donc je prends les responsabilités. Et il est vrai qu'il y a des choses qui ont été améliorées sur des amplitudes horaires et sur des lignes, mais certaines lignes ont eu des déperditions véritablement. Donc je l'ai dit lors de mes vœux, devant les personnes concernées qui étaient présentes, pour dire que je ne lâcherai pas l'affaire et que je ferai tout pour que les Plaisirois retrouvent ce confort qu'ils avaient précédemment et qui aujourd'hui leur fait défaut. Merci Joséphine Coleman-Berger d'être passée sur ce plateau, maire de Plaisir, et merci également à Bernard Debain pour ses réponses. Je rappelle que vous êtes le maire de Saint-Cyr-l'École. On parlait justement tout à l'heure du grand débat national et du rôle des élus. L'AMIF, l'association des maires d'Île-de-France, a transmis 2000 doléances au préfet de région, des contributions collectées par des mairies volontaires ou enregistrées via un outil de sondage en ligne. La participation a été forte, surtout du côté de la Seine-et-Marne, de l'Essonne et des Yvelines, et les retours se concentrent principalement sur l'impôt sur la fortune ou encore sur la hausse du SMIC. Une prime de 300 € pour les agents des lycées franciliens. Elle sera versée en mars à 8500 personnes, annonce hier de la présidente de la région Valérie Pécresse. Compensation donnée suite aux violences qui ont touché certains établissements en marge des manifestations contre la réforme du lycée. En tout, les dégâts se chiffrent à 1,5 million d'euros sur l'ensemble du territoire francilien. Aujourd'hui débutaient 3 jours de réunion pour l'organisation d'un congrès annuel, celui de l'AGEM, l'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques. Ce congrès est programmé à partir du 3 juillet à Port-Marly, mais le travail en amont a déjà commencé. Manon Varaldo s'est rendue au Médiapôle d'Elancourt pour la première journée de préparatifs. Le Port-Marly sera la ville où se tiendra le 92e congrès national de l'AGEM, l'Association générale des enseignants des écoles et classes maternelles publiques. Elle a été créée en 1921. Elle a été créée à Vichy par un groupe d'enseignantes qui se sont réunies parce qu'il y avait déjà une inégalité de salaire à cette époque. Et les collègues se sont regroupés autour de cette association pour faire la promotion de l'école maternelle, pour défendre les intérêts des enseignants et défendre les intérêts des enfants. En comité restreint, tous réfléchissent à l'organisation du congrès annuel pour promouvoir l'école maternelle et en particulier la thématique des arts. C'est un véritable moment où bat le cœur de la maternelle et où les enseignants qui viennent là, c'est en même temps pour se ressourcer, pour partager. Et au sein de l'Académie de Versailles, tous ceux qui ont travaillé depuis 3 ans, c'est offrir ce moment et ces espaces pour se retrouver et parler de la maternelle qui est notre passion. Ils mettent au point l'organisation des expositions pédagogiques, mais aussi toute la logistique. Pendant 3 jours, ils établissent le programme précis des journées du congrès, un rendez-vous très attendu pour les enseignantes. C'est passionnant de pouvoir rencontrer ce qui est fait par les autres collègues, échanger avec les autres collègues sur ce qu'elles font, leur pratique de classe. Et cet échange-là est source de formation pour nous. 1200 personnes sont attendues au congrès. Il se déroulera du 3 au 5 juillet 2019 aux Pyramides à Port-Marly. Un préavis avait été déposé pour les journées d'aujourd'hui, de demain et de vendredi. Finalement, pas de grève à l'hôpital André Mignot du Chénéreau-Cancourt. Les représentants syndicaux se disent satisfaits de l'avancée des négociations avec la direction. Hier mardi, une quarantaine d'infirmiers, anesthésistes et chirurgiens avaient débrayé pendant 1 heure. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail, un manque d'effectifs et une maternité surchargée.
On ne l'avait pas vu quasiment depuis le passage à 2019. Le soleil a fait une courte apparition ce matin dans les Yvelines, un début d'année exceptionnellement gris avec moins de 4 heures d'ensoleillement jusqu'à hier, du jamais vu depuis 1972. Alors comment la situation va-t-elle évoluer et qu'en pensez-vous? Reportage de Manon Varaldo et de Mickaël Elmidoro. Depuis le 1er janvier, les Yvelinois peuvent dissocier plus de 50 nuances de gris dans le ciel aux 4 coins du département. Le soleil est porté disparu suite à une perturbation venue des îles britanniques et cela joue évidemment sur leur morale. Ça rend pas bien, enfin ça rend triste. Moi j'aime bien qu'il y ait du soleil, quoi. On n'est pas sous les tropiques et oui, c'est une déprime. On est à la fin là, franchement on touche le bout. Bon, je me sens bien. On aspire bien sûr à avoir un petit peu de soleil. Mais c'est pas méchant le gris non plus. C'est pas méchant? La preuve, un peu du gris. Au total, les Yvelinois n'ont vu le soleil que 3h58 au 14 janvier d'après un relevé de la station météorologique de Trappes, un phénomène rarissime. Ce peu d'ensoleillement qu'on observe est quand même remarquable. C'est déjà arrivé par le passé. Ça, c'était arrivé par le passé sur la même période en 1953 où on avait eu seulement 2 heures et 6 minutes d'ensoleillement, et en 1972 où on avait pu profiter de 3 heures et 48 minutes d'ensoleillement seulement. Les nuages devraient prolonger leur séjour sur les Yvelines dans les prochaines semaines. Les températures quant à elles baisseront, ce qui pourrait entraîner quelques flocons dans le département ce week-end ou en début de semaine prochaine. Un mot de culture à présent avec une exposition depuis le 7 janvier. Corinne Cesca présente plusieurs de ses monotypes à la galerie Saint-Simon de Versailles. Des œuvres réalisées autour du corps humain et du mouvement. Mélanie Poquet. Des corps humains sensuels qui semblent poser, des peintures monotypes. Corinne Cesca travaille sur une plaque de métal sans gravure, créant des modèles inédits, des œuvres réalisées grâce à une vieille presse artisanale. Je travaille sur les émotions. En fait, c'est la diversité des émotions. Et je passe par le corps, je cherche un langage sur le monotype, un langage pour exprimer dans le corps sur les inversions de hanches, la puissance de l'émotion aussi, en essayant par exemple de partir un pied, propulser la tête. Corinne Cesca découvre son amour pour l'art en 2006, une pratique tardive qui passe par un envoûtement, une révélation. L'estampe lui permet une possibilité infinie de création. C'est la technique du monotype qui m'a complètement séduit parce qu'on travaille sur une plaque de métal, on peut enlever, rajouter, gratter, on peut tout faire, prendre une feuille de papier, gratter par-dessus. Il y a le plaisir du geste aussi, quand il y a des rythmes, on peut partir dedans. Le mouvement, c'est la puissance, moi, il faut que je l'inscrive, quoi. Il faut que j'inscrive ce qui me vient comme émotion sur ma plaque. Un art exutoire pour l'artiste, Corinne Cesca expose ses 3 dernières années de création. Et puis refermons ce journal au cinéma. Chaque semaine, nous faisons le tour des salles obscures saint-quentinoises, direction les Clés-sous-Bois, à l'espace Philippe Noiret pour connaître la programmation de la semaine. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. À Noiret, cette semaine, retrouver un programme de court-métrage Monsieur Chat et les chamises, accessible dès 2 ans, parfait pour une première séance au cinéma, que vous pouvez trouver dans le cadre de notre saison jeune public. Cette année, on a décidé dans le cadre de cette saison de proposer un abonnement pour les familles, donc la possibilité de s'abonner et d'avoir des places de cinéma et de théâtre à un prix défiant toute concurrence. Et donc cette semaine, Monsieur Chat et les chamises, c'est un programme de 6 courts-métrages qui est original parce qu'il mélange les matières. Donc il y a un vrai chat incrusté dans des films d'animation avec des tissus, de la laine, des boutons. Et donc c'est 6 histoires autour du quotidien, dans lesquelles les chamises jouent à cache-cache, rangent leur chambre, prennent le bain. Donc c'est vraiment très adapté pour les plus petits, pourquoi pas une première séance à voir à Noiret cette semaine. Vite, allons nous cacher. Hurrah! Tu sais qui se cache dans la salle de bain?
Voilà, c'est la fin de cette édition. Le 7-8 journal est à retrouver sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 débat avec pour thématique le grand débat national. Belle soirée avec TV 78.